Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Hubert et je suis Business Manager chez Median System à Bruxelles. Bienvenue dans ce webinaire dédié aujourd'hui à la cybersécurité et la sécurisation d'un produit. Je tenais en premier lieu à vous remercier d'être si nombreux aujourd'hui pour notre premier webinaire de l'année. D'autres suivront prochainement, vous en serez informés via les réseaux sociaux et nos newsletters. En attendant que l'ensemble des participants se connectent, je souhaite rappeler brièvement le fonctionnement. Nous aurons donc aujourd'hui 30 minutes pour aborder le sujet et à la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions. Nous vous présenterons les grands principes, les bonnes pratiques à avoir pour entamer ce genre de démarche, en savoir plus et aussi éventuellement améliorer vos produits. Avant toute chose, petite précision, vos micros sont volontairement coupés afin de garantir la bonne écoute pour l'ensemble des participants, mais vous pouvez poser vos questions via le chat sur le côté de votre écran. En fonction, nous y répondrons tout de suite ou alors à la fin de ce webinaire. Avant de vous parler de Mediane, je voulais vous présenter l'équipe, mais aussi remercier l'équipe qui a œuvré en backstage à la réalisation de ce webinaire. Donc merci à vous. Pour l'équipe présente aujourd'hui, nous avons deux intervenants de qualité pour la cybersécurité. Sébastien Buccini, responsable projet cybersécurité chez Median System, ainsi que Baptiste Pirard, expert en sécurisation de systèmes embarqués et développement de systèmes contraints. Nous avons pour ce premier webinaire souhaité vous partager notre expérience et notre connaissance du métier sur un sujet que nous apprécions particulièrement, la cybersécurité. Mais qui sommes-nous? Peut-être que certains nous connaissent déjà, peut-être que non, et pour les autres, donc Median System, nous sommes apporteurs de solutions en système embarqué depuis plus de 30 ans déjà. Cela veut dire que nous accompagnons les entreprises dans leurs projets d'ingénierie en système embarqué, technique et industriel, et bien sûr en cybersécurité, puisque nous en parlons aujourd'hui. Mais nous sommes aussi une société à taille humaine, ce qui permet à chacun de se développer techniquement et de booster sa carrière sur des projets innovants qui les intéressent. Nous sommes présents un peu partout en France, mais aussi en Belgique, d'où je vous présente le sujet aujourd'hui. Passons maintenant à ce qui vous intéresse, la cybersécurité et la sécurisation d'un produit. On en parle de plus en plus tous les jours, la cybersécurité, sécuriser un produit, ça devient incontournable. Vous le faites aussi bien sur votre smartphone que sur votre ordinateur, que ce soit via des mots de passe, des verrouillages, des antivirus. Ça devient important de protéger le fonctionnement de l'appareil, mais aussi les informations qui y transitent. Je vais donc maintenant laisser la parole à mon collègue Sébastien. Pour ma part, je vous retrouve en fin de webinaire. Sébastien, c'est à toi. Et bonjour à tous. Je vais vous parler cybersécurité produit. Le grand challenge aujourd'hui, c'est donc d'avoir des produits qui sont sécurisés, d'être dans un environnement sécure. Maintenant, énormément d'actions, de tâches et d'efforts sont mis en place pour sécuriser des organisations, des systèmes d'information, donc des éléments plutôt intégrés à des parcs informatiques. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur vous faites un produit, vous fabriquez votre propre produit et vous souhaiteriez qu'il soit lui-même sécurisé. Alors, apparemment, Guillaume me dit que j'ai un problème. Look, Alors, je veux juste vérifier que la slide justement avance bien. l'écran, est-ce que c'est mieux comme ça? Petit problème technique. Bon, c'est direct, c'est normal. Alors, vue du public, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Est-ce que tu passes à la slide suivante là? Alors là, c'est Voilà, vrai, super. on est Parfait, bon. oui. Ouais, Voilà, ouais, alors on est bon, excusez-moi du super. coup, 30 secondes sur Median System et ses filiales, puisque Guillaume malheureusement n'avait pas ce support-là. Et donc, notre sujet, la cybersécurité produit. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, alors je vais faire un bref rappel sur le contexte, ce qu'est la sécurité, ce qu'on appelle un produit. L'idée derrière, c'est d'entrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on fait quand on a un produit à développer et qu'on souhaite le développer de manière sécure, une ouverture derrière sur les méthodologies ou les bonnes pratiques que nous pouvons utiliser dans ce contexte. Donc tout d'abord, la cybersécurité. Alors, la cybersécurité, qu'est-ce que c'est? Si on part de la définition du mot,
Deux racines, notion de cybernétique, c'est l'étude des systèmes de commande et de communication chez les êtres vivants, dans les machines. Donc c'est la notion de communication qui est vraiment au centre de la notion de cyber. Donc on peut regarder la sécurité en termes de sécurité physique ou de sécurité de la personne. Là, quand on parle de cybersécurité, on reste normalement connoté sur de la cybersécurité, sur la sécurisation de liens. Et la notion de sécurité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit ou se sent à l'abri du danger. Alors c'est important parce que ça veut dire que la sécurité, c'est une sensation, une conviction qu'on se donne à soi-même de se dire: «OK, là, je suis dans un état où je me sens bien, tranquille». Ce qui signifie que ça dépend de la personne qui ressent ça, du contexte dans lequel il est, du type de menace qu'il peut avoir. Donc ça dépend de tout un écosystème. Il n'y a pas de vérité autour de la sécurité et encore moins de la cybersécurité, pas de vérité absolue, ce qui complique bien évidemment le problème. Après un produit, de quoi est-ce qu'on parle en termes de produit? Parce que produit, c'est très large. Donc, des articles, des objets, des biens, des services proposés sur le marché par une entreprise. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser, vous faites un produit que vous souhaitez commercialiser en tant que tel. Donc c'est soit un logiciel, une suite de logiciels, ça peut être un produit embarqué, ça peut être un sous-système, vous pouvez être un ensemblier qui vendait vos produits à un client final ou à un constructeur, typiquement dans l'automobile, ou ça peut être tout un écosystème de solutions qui mixe l'intégralité de tout ça, c'est-à-dire des produits, des logiciels, des suites logicielles qui vous permet d'avoir quelque chose de construit. L'idée, par contre, derrière tout ça, c'est que c'est fourni par une entreprise et l'objectif est d'avoir une utilisation dans un contexte qui est propre à l'utilisateur. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous faites un produit, vous pensez comprendre comment votre client va l'utiliser, vous n'avez pas forcément toutes les billes, toutes les connaissances et ça fait partie de votre métier et de vos actions de comprendre comment il va être utilisé. Alors, c'est bien entendu vrai dans un contexte fonctionnel, pour faire un produit qui se vend et vous avez intérêt à faire quelque chose qui correspond aux besoins du client. Dans le domaine de la cybersécurité, c'est d'autant plus important que le contexte d'utilisation va dimensionner le type de risque et d'exposition que vous allez avoir. C'est des choses qui sont vraiment à prendre en compte. Si on parle de sécurité de manière concrète, comment est-ce qu'on démystifie la chose? Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Alors, vous avez une abondante littérature, vous avez des tas de grilles de classification. Globalement, ce qui ressort, c'est 3 critères principaux. D'autres vont rajouter tout un tas de gammes, mais ces 3 critères-là sont les critères principaux qu'on va regarder. La notion de confidentialité, c'est-à-dire est-ce que vous avez des éléments de votre, produit, de votre système qui ne doivent pas être, divulgués? D'intégrité, vous avez un équipement qui parle avec un autre équipement qui envoie une commande, il faut que cette commande, elle soit intègre. Il faut absolument pas que quelqu'un envoie une fausse commande ou biaise les informations qui peuvent être remontées dans le cas d'un capteur. Et la notion de disponibilité, qui sont des notions que vous connaissez bien, c'est-à-dire est-ce que votre produit est capable de délivrer les fonctions pour lesquelles il a été conçu suffisamment souvent et de manière suffisamment fiable pour assurer sa fonction. On rajoute également la notion de traçabilité, c'est-à-dire que là, sur confidentialité, intégrité, disponibilité, on est vraiment sur la sécurisation globalement de la fonctionnalité de votre produit. La notion de traçabilité vient se rajouter, c'est-à-dire qu'on va introduire dans la cybersécurité une certitude, globalement, vous n'allez pas y arriver. Je suis désolé de démystifier les choses tout de suite. Votre produit, un jour, ne sera plus tout à fait assez sécure par rapport à ce que vous pensiez. Vous allez devoir en permanence améliorer les choses si vous voulez rester à un niveau de sécurité suffisant. Donc, du coup, il est probable qu'un jour, au moins un de vos produits soit compromis. Si ça arrive, il ne faut pas se dire: «Zut, j'ai échoué, mon Dieu». Il faut être capable de tracer ce qui s'est passé, de remonter à la cause, évidemment de limiter les effets et derrière, d'être capable d'analyser et de, remonter toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé, de manière, d'une part, à améliorer votre processus et faire en sorte que ça ne se reproduise pas, évidemment. Mais en cas de compromission, d'attaque et de dégâts qui sont occasionnés, si votre produit permet de dire: «Bah, voilà, ils sont rentrés par là, ils ont fait tel dégât, ils ont modifié ça va permettre aux assurances de jouer, ça va permettre à votre client de porter les plaintes qui vont bien au niveau de la justice. Donc ça va permettre d'avoir tout un écosystème
de choses qui vont faire en sorte que ce qui s'est passé, c'est moins grave que ça. On va réussir à y arriver. Deuxième élément, par rapport au log, dans un fonctionnement normal, ça vous permet de détecter des comportements qui sont éventuellement anormaux ou suspects. Et puis la non-répudiation, c'est être capable de dire, voilà, à tel moment j'ai reçu telle commande, c'est bien telle personne qui me l'a envoyée, et elle ne peut pas nier avoir envoyé la commande suivante. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de ransomware. Les ransomware dans tout ça, c'est où? Alors, c'est un petit peu partout, c'est-à-dire c'est dans l'intégrité puisqu'on vient, commencer à, chiffrer tous vos fichiers un petit peu partout. La disponibilité, évidemment, vos informations ne sont plus disponibles. La confidentialité, parce que les ransomware aujourd'hui commencent à s'améliorer, c'est-à-dire ils ne se contentent plus de chiffrer vos données et de les rendre indisponibles. Maintenant, ils commencent à les extraire et à vous menacer de les diffuser si vous ne payez pas. Donc en fait, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas des translations directes entre les menaces ou les failles dont vous avez entendu parler et ces éléments-là. C'est très souvent un mix de tout ça. Et puis, il y a tout le reste, c'est-à-dire, vous avez par exemple la RGPD. Alors la RGPD va concerner un certain nombre d'entre vous. C'est une obligation légale de protection des données des personnes qui peut mettre en jeu entre 20 millions d'euros ou 4% de votre chiffre d'affaires mondial, donc des très très gros impacts en cas de fuite de données. Le gros accent mis là-dessus étant, petit 1, vous devez protéger les données des gens qui vous les confient. Petit 2, si jamais il y a une compromission, vous devez les informer. Et puis, vous avez tout ce qui peut vous être particulier. Alors, la LPM, donc c'est la loi de programmation militaire, peut-être bien connue d'un certain nombre d'entre vous, qui cadre donc les exigences que l'État français fait peser sur un certain nombre d'entreprises en France pour garantir la sécurité et la viabilité d'éléments jugés critiques en France. Et tout le corpuscule de règles, de normes, de contraintes juridiques, de recommandations qui vont vous être imposées soit par votre client, soit par la réglementation locale, qui, bien évidemment, si vous exportez va se croiser, se multiplier parce que vous pouvez avoir des éléments français, européens, américains, japonais, israéliens et que sais-je encore. Donc, tout un corpuscule de choses qui vont se décliner sur votre produit et sur votre contexte. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser? On va mettre en place tout un tas de solutions techniques. On ne va pas commencer par là, en fait, on va commencer par identifier ce qu'on veut protéger. Parce que si on commence par les solutions techniques, on peut aller très loin, on va faire très cher, mais par contre, on ne va pas réussir à savoir quand s'arrêter, on va aller pas assez loin, suffisamment loin. Rappelez-vous tout à l'heure, je disais, c'est la sensation de sécurité. Donc, il faut factualiser un petit peu tout ça. Donc, étape numéro 1, qu'est-ce qu'on veut protéger? Et dans le cas d'un produit, c'est d'autant plus compliqué que, en fait, c'est pas qu'est-ce que vous voulez protéger, même si c'est important, c'est qu'est-ce que votre client veut protéger. Une fois qu'on a fait ça, il faut identifier, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est comme tous les impacts de cadres réglementaires et normatifs qui vont éventuellement vous ajouter des contraintes ou vous empêcher de faire un certain nombre de choses. Vous allez devoir identifier toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas maître de votre produit. Vous avez des sous-traitants, vous avez des co-traitants, vous avez des clients, vos clients ou eux-mêmes probablement des clients, vous avez des utilisateurs, vous avez l'État, vous avez tout un tas de choses qui peut intervenir et participer à cette cybersécurité qu'il faut prendre en compte pour savoir quelles solutions techniques vous allez décliner. La bonne pratique pour arriver à maîtriser tout ça, c'est de faire une analyse de risque de cybersécurité construite. On peut les faire légères, on peut les faire très lourdes, on peut avoir tout un mix, mais cette analyse de risque va vous permettre d'avoir une démarche structurée pour maîtriser votre niveau de sécurisation et les actions de sécurisation. Je rencontre encore énormément de sociétés qui ont énormément investi dans les risques, dans les analyses de risques, derrière dans les déclinaisons techniques, mais qui, comme elles sont relativement silotées, ont des analyses de risques qui ont été faites par des services qui ont décliné des exigences et n'ont pas forcément communiqué autre chose que les exigences aux équipes qui doivent les implémenter. Autant dire qu'elles ne savent pas comment s'arrêter et où aller. C'est un problème. Elles ne connaissent pas le contexte, donc elles ne savent pas comment on s'arrête. Les exigences ne sont pas forcément suffisantes, le contexte est extrêmement important. Derrière, on va définir une architecture sécurisée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que je segmente mon produit, dans quoi il s'inscrit, comment est-ce que je fais pour que rien que de la manière dont j'organise les choses, ma sécurité soit plus facile à assurer. Un exemple très simple, vous avez un digicode qui vous permet d'accéder à une barrière et qui permet également de se connecter, d'être télécommandé, je ne sais pas, par un smartphone ou quelque chose comme ça.
Ce digicode, est-ce qu'il est sur la rue? Est-ce qu'il est derrière un palier où vous avez une clé à utiliser? Est-ce qu'il est à l'intérieur d'un bâtiment au fin fond de toute une entreprise qui elle-même est sécurisée par d'autres éléments et la facilité d'accès. Et là, je parle de mesures physiques pour bien comprendre les choses. On a les mêmes choses au niveau réseau. Est-ce que vous êtes exposé à Internet et au monde entier? Est-ce que vous êtes au fin fond d'un réseau qui est à peu près isolé de tout et qui est utilisé par votre entreprise uniquement pour certaines tâches? Donc ça, c'est vraiment des choses critiques. Ça se produit également sur votre produit lui-même. On a fait une identification des actifs de ce qui pouvait être à protéger. Ne les exposez pas directement dans des processus, dans des tâches ou dans des endroits de vos logiciels ou de vos produits qui sont exposés. Donc tous ces éléments vont amener derrière à définir les solutions techniques qui vont nous permettre d'arriver à quelque chose de sécurisé. Sécurisation réussie, les grands thèmes, alors il y en a d'autres, les principaux. Donc une analyse de risque, une définition des exigences de sécurité, la définition des conditions d'utilisation de votre produit, la définition de votre architecture, l'implémentation des solutions techniques. Et puis ce qu'on oublie souvent, la protection de tout le reste, l'environnement de développement, de production, de maintenance. Vous pouvez avoir fait un super produit. Si vous développez sur un PC qui est logué en permanence sur le Wi-Fi de l'aéroport en mode ouvert, il est probable que quelqu'un ait regardé par-dessus votre épaule et ait regardé quelque chose. Si votre société ne fait aucune protection de votre réseau interne et que les gens peuvent facilement rentrer chez vous, peut-être que votre processus de développement va être compromis. Ça peut aller très loin là-dessus, il y a des choses qui sont à faire. L'environnement de production. On a vu des tout petits acteurs comme par exemple Asus, donc sur les cartes mères, qui ont eu des cartes mères compromises, des BIOS compromis par injection d'un malware dans le BIOS au moment de la fabrication. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, comment vous en protégez? Est-ce que c'est nécessaire que vous vous en protégiez? Au niveau de la maintenance, ça c'est un élément critique. Vous allez multiplier les mises à jour parce que la sécurité impose de multiplier les mises à jour. En industrie, on n'a pas trop l'habitude de ça. Comment est-ce que vous faites pour qu'à ce moment-là, ce que la personne va mettre à jour ne soit pas en soi un danger? Et puis la gestion de la fin de vie de votre produit. C'est-à-dire, vous avez un magnifique produit qui a bien été sécurisé, tout s'est bien passé et il est en fin de vie, il part à la poubelle. Manque de chance, quelqu'un fait les poubelles, récupère votre produit, le désosse et récupère un secret à l'intérieur, ou, sans parler de la fin de vie, peut également l'acheter si vous ne maîtrisez pas complètement vos clients, ce qui est très souvent le cas, hein, vous ne savez pas forcément qui achète. Mais voilà, comment est-ce qu'un produit qui est en fin de vie va faire pour ne pas compromettre l'intégralité de votre gamme des produits qui, eux, sont encore en activité? Alors pour ça, il y a toute la notion de défense en profondeur qui est représentée sur la droite. Vous avez les notions de data, l'application, l'hôte sur lequel tout ça s'est intégré, le réseau sur lequel l'hôte va avoir ses accès de communication, les périmètres logiques et physiques auxquels accéder, et tout ça est sous-tendu par la politique, les formations des utilisateurs, les politiques de sécurité, les procédures de formation. Alors ça, c'est ce on s'arrête là la plupart du temps quand on présente un système d'information. Dans le cadre d'un produit, vous avez juste un petit problème. La plupart du temps, vous arrêtez là. Vous vendez un autre et le reste, c'est plus chez vous. Mais il faut quand même que vous fassiez quelque chose. On va voir qu'il y a des choses qui sont possibles, mais tout n'est pas à votre niveau. Alors, déjà, on va regarder un petit peu la notion de contrainte technique. Côté contrainte technique, pourquoi est-ce qu'un produit est particulier? Qu'est-ce qui fait que sécuriser un produit, c'est pas tout à fait pareil que sécuriser un système d'information? Déjà, j'ai déjà un petit peu insisté dessus, la méconnaissance du contexte d'utilisation. Par exemple, vous vendez ça, donc on voit, c'est un PCB avec un objectif à l'intérieur. Ça va dans quoi? Ça va dans une caméra, un appareil photo. L'appareil photo, c'est une caméra qui est quelque part de sécurisée. C'est quelque chose que les gens emportent chez eux, qui est dans la rue. Enfin, c'est utilisé où? Et si vos gammes sont faites de manière optimale, vous avez des contextes d'utilisation qui vont être différents pour un même produit. Certains vont être très exposés, d'autres pas du tout. Donc, c'est là où il y a une grosse réflexion qui va complètement dépendre de votre secteur. Vous avez souvent une puissance de calcul limitée. La notion de système d'information, c'est que vous avez des PC, vous avez même des serveurs dédiés, vous avez des solutions qui vont coûter 10 000, 100 000, 1 million d'euros
pour aller sécuriser les machins, faire des intelligences artificielles qui vont détecter automatiquement des comportements suspects, etc. Vous avez un STM32 avec éventuellement, si vous avez de la chance, un OS. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la notion de fabrication. Quand vous êtes en fabrication, on peut introduire des problèmes qui, du coup, peuvent mettre en péril votre sécurité. Donc, comment vous faites pour sécuriser ça? Est-ce que vous êtes maître de votre fab? Est-ce que la sécurisation, elle est sous-traitée dans un pays fabrication bas coût, mais du coup, sécurité pas forcément optimale? Du coup, comment est-ce que vous faites pour sécuriser entre le moment où votre bureau d'études va sortir un logiciel et le fait de l'implanter dans votre produit? Donc, tout ça, c'est des procédures à mettre en œuvre, c'est éventuellement des formations à faire. Ce sont des sécurisations techniques de chiffrement qui vont vous permettre d'authentifier, de garantir que tel élément va bien être implémenté à tel endroit. Mais c'est des choses à prévoir en amont. Si vous le faites une fois que la chaîne est lancée, c'est compliqué. Vous allez avoir la notion de gestion des logs. J'ai insisté tout à l'heure, les logs, c'est le saint graal de ce qu'on réussit à faire en termes de surveillance, qu'est-ce qui s'est passé, connaissance, compréhension. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en termes de sécurité pour la maîtrise de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Problème, je reviens à la puissance de calcul, pardon, ou à la mémoire limitée. Vous avez peut-être pas des gigaoctets pour stocker des logs. Donc, comment vous faites pour les remonter? Comment vous faites pour les remonter au système de votre client? Parce que si vos logs sont dans votre produit, mais qui ne sont pas exploitables, ça n'intéresse personne, etc., etc. Vous avez la notion d'isolation physique. Donc, gros postulat sur un système d'information, la plupart du temps, les serveurs ne sont physiquement pas accessibles. Et du coup, on ne s'intéresse qu'aux communications, qu'aux liens de communication. À vos produits, c'est peut-être pas vrai. Si vous êtes sur un produit qui est dans une automobile, si vous êtes sur un produit qui est un objet communicant que vous avez dans la poche, si vous êtes sur quelque chose qui a un contrôle d'accès dans la rue, tout le monde y a accès. Vos concurrents peuvent acheter ce que vous avez fait et regarder comment c'est fait. On ne peut pas acheter le SI du concurrent et regarder comment il a fabriqué ces choses. Donc c'est vraiment des éléments qui vont induire des modes de fonctionnement qui sont et des modes de réflexion qui sont différents par rapport au système d'information. Le comportement en cas d'incident, même chose. Comment est-ce que votre produit participe à une réaction en cas de compromission? Vous n'avez pas forcément accès à quelqu'un qui va venir couper le système, débrancher le réseau, parce que si ça se trouve, vous êtes dans un poste de transformation qui est au milieu de la campagne, vous êtes dans un environnement complètement isolé où il n'y a personne. Comment est-ce que vous faites pour contrôler, être contrôlé et ne pas continuer à propager une attaque, y résister? La notion de gestion de mise à jour. La gestion des mises à jour, c'est quelque chose que vous allez devoir réfléchir en fonction de votre contexte. Si vous avez un produit qui est déployé dans le monde, bah, vous allez vouloir avoir un système qui vous permet de centraliser un peu tout ça, mais c'est peut-être pas possible parce que la mise à jour dépend très souvent de vos clients. Même si vous avez mis à jour des choses, vous n'êtes pas sûr qu'eux aient installé les mises à jour qui vont bien. Donc, vous allez devoir vous prémunir contre ça et faire en sorte en plus que les mises à jour ne compromettent pas les systèmes au moment où vous les faites. La surveillance opérationnelle. Un SI, vous avez des gens qui surveillent. Votre produit, la plupart du temps, c'est votre client au mieux qui a quelqu'un qui surveille. Donc, comment vous faites pour vous interfacer quand même correctement avec ça ou pour vous dégager de la responsabilité qui va avec? Et comme je l'ai déjà dit, la notion de gestion de fin de vie. Donc du coup, la sécurisation d'un produit, intégrité d'un produit, chiffrement, authentification. Donc ce sont vraiment les thèmes qui sont à regarder. Heu, alors excusez-moi. OK, je croyais que quelqu'un me faisait un petit signe, j'acquiers l'outil. Donc, les thèmes standards, intégrité du produit, authentification, chiffrement. C'est les principaux. Il n'y a pas que ça à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de rentrer dans des détails techniques. L'idée, c'est quand même de vous présenter très rapidement les concepts qui sont autour de ça et derrière de vous permettre de creuser. Donc, intégrité d'un produit, ça c'est une particularité également. Vous allez devoir vous intéresser à la manière dont démarre votre produit. Est-ce que ce qui démarre, c'est bien ce que vous avez installé? Donc la notion de Secure Boot. Vous allez mettre en place des checksums, des codes de contrôle qui vous permettent de vérifier que ce qui est en train de s'exécuter, c'est bien toujours ce que vous pensiez.
que les processus qu'ils exécutent sont uniquement ceux que vous vouliez et qui sont toujours intègres, que vos liens de communication se comportent de manière correcte. Donc pour ça, vous allez pouvoir soit avoir des sondes, des paramétrages, soit vous allez négocier avec votre client qu'il mette en place des solutions externes à votre produit qui garantissent ça. Le processus de fabrication, évidemment, participe à tout ça, et l'intégrité des mises à jour, on ne va pas revenir dessus. Notion d'authentification. Donc là, on va être sur les notions de certificat. Donc authentification, c'est central dans une sécurisation. Vérifier que la personne qui est en train de faire quelque chose est habilitée à le faire. Alors, la première notion de certification, d'authentification, c'est si vous avez un accès root dans votre produit, faites en sorte que votre client puisse en changer le mot de passe par défaut, voire ne vendez pas un produit avec un mot de passe par défaut. Vendez un produit qui oblige à changer le mot de passe la première fois qu'on se connecte, ou le mot de passe est différent à chaque produit. Enfin, il y a vraiment des choses à faire là-dessus. On a encore trop de produits qui se retrouvent dans la nature avec la config par défaut. Tout le monde la connaît. OK, c'est bon, le produit est compromis. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Après, en fonction de la technicité de vos produits et surtout de leur puissance de calcul et de leur environnement, vous allez avoir la possibilité de mettre en place des notions de certificats, donc qui vont permettre d'identifier et d'échanger des clés de chiffrement, de stocker des identifiants, voire de vous connecter à un service donc qu'on appelle des LDAP, qui est un service centralisé chez le client ou là où est déployé votre produit, qui permet d'avoir une gestion centralisée des authentifications. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez implémenter pour laisser l'opportunité à votre client de gérer sa propre sécurité. Donc encore une fois, vous n'êtes pas maître de tout, mais vous avez la possibilité de proposer des services, de proposer des choses qui permettent d'amener à une bonne sécurité si c'est utilisé correctement. L'authentification multifacteur, donc la notion de dire j'ai pas juste un mot de passe, mais je vais avoir par exemple un compteur physique ou sur un smartphone qui me donne un code qui change en fonction du temps et en même temps un mot de passe ou une empreinte biométrique, etc., etc. Donc tous ces éléments-là doivent amener au fait qu'on doit ne permettre qu'aux gens qui sont habilités de faire ce qu'ils font. Exemple, quelqu'un de la maintenance n'a pas forcément besoin d'accéder aux fonctionnalités du produit. Il a juste besoin de mettre à jour et de vérifier ce qui s'est passé comme incident. Est-ce que la personne qui configure l'interfaçage réseau de votre produit a besoin de savoir l'activer? Pas forcément. Donc vraiment avoir cette spécialisation des différents utilisateurs pour vous permettre de bien maîtriser ce qui se passe. Et enfin, chiffrement des communications, donc stockage des secrets. L'idée, c'est d'avoir des protocoles et des échanges qui sont basés sur des clés ou des certificats qui sont du coup chiffrés, donc qui rendent impossible soit la consultation non désirée d'informations. Ça permet également de vérifier leur intégrité, puisque la plupart du temps, si une donnée est modifiée, on ne sait plus la déchiffrer, donc on sait qu'elle a été compromise. Et ça permet également d'avoir une notion d'authentification dans certains cas, si les clés ont certaines particularités. Problème dans le cadre de l'embarqué, comment est-ce que je stocke mes clés? Comment est-ce que je ne dégrade pas mes performances? Donc là-dessus, on a des benchmarks, on a des choses qui ont été testées, tel protocole ou tel chiffrement peut amener ou pas des latences, des jitters, donc c'est compatible ou pas d'un processus, d'un logiciel temps réel. Vous avez également des solutions matérielles, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de composants qui intègrent des TPM, des HSM, donc qui sont des éléments qui vont vous permettre de stocker dans les composants et non plus dans votre logiciel en espace mémoire les différents secrets, les différentes clés. Donc tout ça, c'est là où on revient à l'architecture, c'est-à-dire si vous ne le prévoyez pas au moment de l'électronique et de la définition de vos cartes et de vos supports, vous n'allez pas être capable de l'intégrer, ce pas des solutions logicielles. Attention à ce niveau-là d'ailleurs aux licences d'export. C'est de moins en moins problématique parce que la cybersécurité prend le dessus sur d'autres considérations, mais vous avez quand même un certain nombre de composants qui sont fabriqués par des pays, en particulier les États-Unis, qui en fonction du degré de protection qu'ils vous apportent, vont avoir des limitations d'export. Donc si vous exportez vos produits dans le monde entier et que vous n'avez plus le droit de vendre vos produits à tel ou tel pays parce qu'en fait il est sur la liste noire qui va bien, ou parce que vous ne garantissez pas tel ou tel mode d'acheminement, parce que votre circuit de distribution pour aller par exemple de France au Japon, il y a un arrêt dans un port en Iran et vous ne maîtrisez pas exactement comment ça se passe, vous pouvez avoir l'interdiction d'acheter ces composants et de les exporter, avec des poursuites ou des exclusions du territoire des États-Unis. Donc attention vraiment aux conséquences législatives de ce que vous faites dans ces cadres-là.
Euh, de manière générique, il faut que vous preniez la notion de cybersécurité dans le cadre de la gestion de cycle de vie de votre produit. C'est-à-dire que là, je vous ai vraiment présenté des solutions techniques. Encore une fois, l'idée, c'est que ces solutions, vous ne saurez pas lesquelles implémenter si vous n'avez pas pris tous les aspects de votre produit en amont et si vous n'avez pas eu une gouvernance, une analyse de ce que vous voulez faire en termes de cybersécurité. Parce que le gros danger, ne pas aller suffisamment loin vous expose à être facilement compromis. Aller trop loin vous expose à exploser vos coûts de développement et à ne plus être compétitif. Donc il y a vraiment des conséquences dans les deux cas. Du coup, il faut également bien prendre en compte les à côté, c'est-à-dire tout ce qui est les moyens de développement, la fabrication, les déploiements sur les sites, les installateurs. Est-ce que vos installateurs sont qualifiés? Est-ce que vos installateurs sont sûrs? Est-ce que ce n'est pas eux qui vont introduire des choses? Les notions de maintenance, les notions de fin de vie de destruction, tout ça dans le cercle de du cycle de vie produit, qui est un cercle vertueux qui vous permet en plus de capitaliser les expériences et de vous amener à avoir un produit qui soit au niveau de fiabilité que vous attendez. Alors tout ça, on peut se dire, ok, bah, je vais avoir des exigences, je vais faire comme d'habitude, et puis je vais suivre juste mes exigences. Donc attention, la cybersécurité a ceci de particulier que non, en fait, c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Il faut quand même avoir une notion de bonne hygiène de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des exigences qui sont tellement de la base qu'en fait, bah, c'est pas une exigence, c'est juste à faire. Vous avez donc ici un slide qui vous liste un petit peu les éléments, donc des utilisations de processus, fermeture de port, gestion des logs. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails là-dessus. C'est une partie de ce qu'on a vu, d'autres éléments. Il y a des tas de guides de bonnes pratiques, dont je vous donne les liens en fin de présentation. Lisez-les, cultivez-les. Un des grands aspects qui va sous-tendre la réussite de votre sécurisation, c'est votre formation et la formation de tous vos intervenants. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de les former à des aspects pointus de la cybersécurité avec des formations ultra lourdes. Par contre, qu'ils aient une bonne vision des problèmes qu'il y a autour de la sécurité, des contraintes et des aspects transverses qui sachent sortir de leur cadre, c'est vraiment critique là-dedans. Et n'oubliez pas les tests. J'en ai peu parlé, mais vous allez avoir des audits de configuration, est-ce que vos machins sont bien configurés? Des pen tests, donc des gens qui vont aller essayer de violenter vos produits et de dire ok, j'ai réussi à rentrer, j'ai pas réussi à rentrer. Et enfin, la qualification. Alors, je suis désolé, je suis en train de déborder un petit peu. Donc, avec une bonne analyse, l'effort peut être efficace. Je vais du coup passer très rapidement sur la fin, mais qui est un élément. Comment est-ce que je fais une bonne analyse? Et aujourd'hui, la norme, le point qui vous permet d'avoir un référentiel, c'est l'IEC 62440. C'est quoi? C'est une norme qui dit, OK, dans le cas d'un produit, dans le cas d'une industrie, voilà ce qu'il faut faire en fonction de votre maturité et de vos risques. En vous, vous allez vous placer souvent en bas du tableau. Ça définit ce qu'il faut faire au niveau produit. Ça définit également au niveau système comment est-ce qu'on intègre correctement un produit. Quelle procédure, quelle politique je dois mettre en place pour avoir un système sécurisé, mais là on parle plus de facilities, donc d'installation, d'usines, de systèmes complets, et de manière générale, donc comment est-ce que j'inscris tout ça dans ma démarche de sécurité. Mais la 62443 et en particulier les normes du bas vont vous permettre vraiment d'avoir un cadre qui vous permet, si vous le suivez ou si au moins vous vous en inspirez, d'avoir une démarche construite et de savoir un petit peu où vous mettez les pieds et de construire votre approche. Ça couvre le type de produit, qu'est-ce que vous voulez atteindre, où vous en êtes. Est-ce que vous êtes, il va pas vous demander la lune si jamais vous n'êtes pas au bon niveau de maturité et vous commencez tout juste. En même temps, il va vous dire, bah, par contre, si vous commencez tout juste, espérez pas atteindre un niveau de sécurité maximal. Donc c'est vraiment à la fois un guide organisationnel et il y a un volume. Donc le 4.1, guide organisationnel, 4.2, référence et bonnes pratiques au niveau du produit. Donc on a vraiment cet équilibre entre des conseils et comment organiser les choses. Alors après, derrière, c'est quelque chose qui donne lieu à une qualification. Aujourd'hui, réfléchissez de très très près à la notion de qualification dans le sens où elle est relativement onéreuse, compliquée à maintenir parce que vous qualifiez une version du produit. Comment est-ce que derrière, vous faites en sorte que les futures versions de votre produit restent qualifiées?
Donc pourquoi est-ce que vous devriez la qualifier? Alors déjà, si vous avez un produit qui participe à la sécurité, là, ça devient un avantage concurrentiel. Si votre réglementation l'impose, c'est fichu. Si votre client vous l'impose, forcément, vous allez faire ce que votre client vous impose. Dans tous les autres modes, éventuellement avoir un produit qualifié peut vous donner une image de marque qui est, qui est un avantage concurrentiel. Vous avez encore peu de clients dans beaucoup de domaines qui ne sont pas directement liés à la cybersécurité, qui sont réellement sensibles à cette qualification, d'autant plus qu'encore une fois, elle est onéreuse et donc va vous demander un effort et un coût assez important. Par contre, suivre la norme sans aller jusqu'à l'effication, c'est vraiment une manière efficace d'évaluer votre maturité, d'avoir une démarche qui est structurée et à la limite de vous préparer au jour où vous voulez vous qualifier. Alors, je parle de la 62443, c'est une norme industrielle. Elle n'est pas applicable partout. Certains domaines, tels l'automobile, ont leurs propres normes, alors qu'ils sont souvent soit similaires, enfin il y a des grosses passerelles entre les normes qui font que les pratiques sont quand même on trouve quand même un petit peu les mêmes. D'autres domaines sont en train de sortir leurs normes, donc je pense typiquement au ferroviaire où la norme est en train d'être écrite, mais s'inspire de la 62443. Donc comme c'est alors ce ne sera pas une norme mère dont on va tout décliner, mais de toute façon, les pratiques qui sont dedans sont réellement souvent transposables à peu près tous les domaines. Donc, c'est rarement une mauvaise idée de commencer par là, sauf si vraiment vous avez déjà la norme qui correspond euh, à votre produit. En quelques minutes, enfin, la notion de contrainte contractuelle. Jusqu'à présent, j'ai insisté, vous ne maîtrisez pas tout, vous n'avez pas le contexte, il va falloir échanger avec vos clients. Donc du coup, comment est-ce que vous faites? Eh ben, vous le contractualisez. Vous n'oubliez jamais, si vous commencez à vouloir dire je suis sécurisé, de dire je suis sécurisé dans tel contexte, sous quelles conditions, si vous, client, vous faites ça, si vous me garantissez que, si mes mises à jour sont faites, si je suis dans un réseau de telles caractéristiques. Soyez précis là-dessus. L'idée, c'est de montrer que vous avez fait la démarche, que vos efforts servent à quelque chose, mais que le client puisse comprendre qu'il fait partie de la démarche de sécurisation, qu'il en est central. Donc définissez ce dont vous dépendez. Vous n'en avez pas forcément la maîtrise, mais vous êtes capable de le définir et du coup de vous dédouaner contractuellement si un jour il y a un incident. Et puis, on voit de plus en plus, alors souvent dans les grands groupes, un nouveau type de relation avec votre client, contrainte positive, c'est-à-dire que vous avez des sociétés qui ont tellement bien investi dans la sécurité que maintenant elles vendent à leurs clients la prestation de dire comment est-ce qu'on sécurise bien mon produit avec les autres. Donc posez-vous la question finalement, est-ce que par rapport à votre produit, le fait que vous allez le sécuriser va vous permettre de vous dire ok, ben dans le contexte j'apprends ça, ça et ça, tiens, ben peut-être que je peux à minima conseiller mon client, ce qui amène à une relation privilégiée, et peut-être même lui proposer des nouveaux types de services. Encore une fois, vous avez énormément de confrères qui rentrent dans cette démarche. La réception par le client doit toujours être cadrée avec son intégration dans le système. La gestion de votre part de produit, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne maîtrisez pas forcément les configurations, mise à jour, maintenance, mais vous devez avoir des obligations qui sont transférées à votre client et bien prendre en compte les obligations légales. Le résumé, analyse de contexte, adaptez votre architecture, identifiez qu'est-ce qui vous est applicable, en décliner les bonnes pratiques des actions de sécurisation, échanger et clarifier autant que possible avec votre client et bien afficher les limites contractuelles. Très rapidement chez nous, comment on fait? On suit exactement cette méthode, c'est-à-dire quand vous avez un élément de sécurité, on commence par regarder votre contexte. Ensuite, on fait l'analyse, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire et on définit la cible, les risques, les exigences. On définit les formations. Donc typiquement, on a une formation qui est sur la sécurisation des systèmes industriels qui nous permet de faire monter le niveau de vos équipes sur qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, comment on l'approche. Et puis derrière, on va avoir toutes les déclinaisons dont j'ai déjà parlé, la sécurisation de l'environnement, etc., de l'architecture du produit, le dimensionnement des moyens de test, etc., etc. Pour ces éléments, vous allez avoir sur la partie du haut un expert en cybersécurité qui va vraiment regarder et analyser vos produits. Sur les éléments de sécurisation environnement, moyens de test et procédures de vie de projet, vous allez avoir des experts qui vont venir vous accompagner sur ces sujets. Et sur les autres éléments, vous allez avoir soit également
une montée en compétences qu'on peut organiser de nos experts vers vos équipes, soit nous pouvons prendre les projets clés en main et vous livrer des produits ou des développements qui prennent en compte, bien entendu, toutes ces bonnes pratiques. Et ça passe par l'intégration de nos ressources. Comment on fait? On sensibilise nos collaborateurs, on met en place de la calimétrie logicielle qui leur permet de monter en compétences, de comprendre où sont les failles de ce qu'ils font, quelles sont les bonnes pratiques. La formation de manière générale à Median System, qui est vraiment un focus en fonction des différents besoins, déjà de manière générique, puis en fonction des différentes technologies qui vont être utilisées, et nos experts techniques qui sont toujours là pour faire monter en compétences nos collaborateurs. Quelques liens utiles que vous retrouverez dans la présentation que vous pourrez consulter. Et je laisse la parole, en m'excusant du coup, j'ai dû déborder voilà, de 5 Souci. minutes sur le sujet. Merci, Je merci en laisse tout cas, Sébastien. la suite pour les questions. Merci pour votre attention. Voilà, donc si vous avez des questions, justement, vous pouvez utiliser le chat pour nous les poser. Donc, je vais déjà commencer avec questions donc, par rapport question donc de Christophe. Donc Christophe qui nous demande par rapport à la cybersécurité, donc quid des développements avec des utilisations de données open source. En fait, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien voir. Il y a le développement lui-même de produits open source. La question était tournée un petit peu comme ça, mais ça qui s'apparente à un développement comme n'importe quel logiciel. Et il y a, et peut-être plus intéressant dans le cas qui nous intéresse, c'est l'utilisation de produits open source dans nos produits, dans nos propres produits. En fait, c'est vrai pour des produits open source comme pour n'importe quelle bibliothèque de logiciels. C'est-à-dire qu'il va falloir, en intégrant ces logiciels dans nos produits, on prend cette responsabilité. Donc c'est à nous de s'assurer d'abord du bon choix correct de la bibliothèque ou du bout de code source qu'on a intégré. Et c'est à nous ensuite d'assurer une veille. Alors la veille, on peut soit la faire directement, soit s'appuyer sur d'autres organismes, et en particulier, il y a quand même toute une série de failles qui sont publiées régulièrement. Et du coup, si vous intégrez une bibliothèque ou un bout de code open source dans votre produit, je passe outre tout l'aspect législation, mais vous devez assurer une veille, je dirais, quotidienne quasiment. Ça va dépendre de l'utilisation de votre produit, mais quotidienne, des failles qui, du coup, peuvent apparaître dans votre produit. Et donc, ça veut dire, à chaque fois qu'il y a une faille qui est publiée, faire une analyse pour déterminer est-ce que cette faille concerne réellement mon produit ou est-ce que c'est dans un cadre d'utilisation qui, pour une architecture x86 par exemple, alors que vous utilisez un processeur ARM ou quelque chose comme ça. Mais va y avoir une analyse à faire systématiquement. Puis ensuite, une prise de décision. Est-ce que vous décidez de produire un nouveau firmware et c'est-à-dire derrière de lancer le déploiement avec tous les problèmes qui ont été évoqués par Sébastien, c'est-à-dire que le déploiement d'une mise à jour n'est pas toujours aisé, selon la connectivité de votre produit, des éventuelles requalifications normatives, ou bien vous décidez d'assumer cette faille. Éventuellement, enfin normalement, il faut également communiquer, c'est-à-dire recontacter vos clients, si vous les connaissez ou si vous les connaissez pas, faire une déclaration publique qui annonce ces failles. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand quelqu'un découvrait une faille, l'idée était de la tenir secret le plus possible. Aujourd'hui, par les normes qui nous sont imposées, on n'a plus trop le choix. Il faut publier dessus, et c'est plus. Je pense que ce n'est plus vu de façon aussi négative que ça l'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous avez des grands constructeurs qui régulièrement, tous les mois, publient un certain nombre de failles. Ce qui est important, c'est que les gens qui ont acheté vos produits soient au courant et puissent prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Ça peut être de mettre à jour le produit, ça peut être de rajouter des sécurités, c'est peut-être de déconnecter votre produit et d'en acheter un autre. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas prendre la responsabilité d'avoir une faille cachée. Aujourd'hui, c'est plus du tout acceptable. Très bien, merci Baptiste. Et donc
Une question d'Adrien par rapport à l'acronyme IACS sur l'IEC 62443. Je crois pas qu'on l'avait détaillé sur la slide. Peut-être que Sébastien. Oui, moi j'ai répondu Sébastien. directement dans le quiz, mais IACS, c'est Industrial Automation Control System. C'est tout simplement toute l'informatique spécifique à l'industrie pour le contrôle commande. C'est juste en fait pour noter une opposition par rapport à l'informatique, on va dire traditionnelle des systèmes d'exploitation. Ok, très bien. C'est parfait. Donc, par rapport à ça, donc la présentation. Ah oui, si peut-être tu avais répondu, je crois, Sébastien, mais le référentiel de cybersécurité n'est pas spécifique à un secteur d'activité propre. Non, on a chaque domaine peut avoir sa norme. C'est en train de se structurer. Donc, comme je le disais, le ferroviaire, la norme est en train d'être écrite. L'automobile, elle existe déjà depuis quelques années. La plupart du temps, au plus le milieu est contraint, au plus la norme existe depuis longtemps. Après, c'est très souvent des bonnes pratiques ou plus des contraintes réglementaires. Après, sur les normes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de normes qui sont très procédurales, dans le sens où on dit de manière générique, il faut faire des trucs, mais on ne dit pas exactement quoi. L'avantage de la 62443 est qu'elle est beaucoup plus pratique. Alors, elle ne donne pas des codes ou des manières de faire précises. Elle va quand même relativement profondément dans les types d'actions techniques à mener pour régler tel ou tel contexte. Après, Baptiste, excuse-moi, peut-être d'autres un complément là-dessus. Ok, très bien. Alors, je regarde l'ensemble des questions, mais je crois qu'on a fait le tour. Donc, si quelqu'un a encore peut-être une dernière question, qu'il la pose dans le chat ou qui se manifeste. Mais bon, ça veut dire aussi que tu as pu sûrement couvrir l'ensemble des sujets. Alors, pas forcément en allant extrêmement dans les détails, mais les personnes auront justement les informations pour les creuser de même par la suite. Vous retrouverez bien sûr donc la présentation, je crois qu'elle sera partagée, Sébastien, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc alors normalement j'avais un dernier slide sur les contacts, mais vous le retrouverez. Donc on la mettra à votre disposition. Voilà, donc elle sera à Donc disposition, on alors je mettra sais à pas encore disposition par mail ou sur le site internet ou sur le LinkedIn de Median System. On verra un petit peu, donc vous serez informé là-dessus. Vous pourrez la télécharger et donc vous aurez aussi l'ensemble des contacts, des liens aussi vers pour tous les aspects normatifs, hein, tout ce qui est ANSSI, lien sur le site du gouvernement ou lien sur les normes, et les contacts de nos experts, donc Sébastien Muchini, Baptiste Pirard, qui seront un plaisir de vous répondre si jamais vous avez des questions par la suite, donc que ce soit sur les aspects professionnels pour vos produits ou aussi pour des personnes qui seraient intéressées pour se diriger un peu plus sur ces aspects-là au niveau de carrière professionnelle. Voilà. Donc, je voulais encore vous remercier.